Bonjour, on va parler un peu plus de l'architecture de Teams, de le client Teams. Ok, donc je te laisse discuter. Parfait. Donc on va aller. La semaine dernière, la réunion dernière, on a parlé un peu de l'architecture. Aujourd'hui, on va aller un peu plus en détail. Donc, commençons par les clients d'abord. Donc, l'architecture de client Teams, on peut dire qu'elle a été optimisée pour la rapidité. Et ici, on va voir pourquoi. Donc, on a d'abord un client de bureau pour Windows et Mac. Et à travers ces clients-là, la plupart des codes sont partagés. C'est ça qui nous permet d'expédier les fonctionnalités, donc on peut dire simultanées, pour les bureaux et pour les clients web. Il faut penser qu'ici, tout est un client web. Donc on va le voir. Ensuite, on a les applications mobiles à la partie droite, où on a le Windows Phone, iPhone, iPad et Android. Toutes les applications mobiles sont natives. Donc il faut aller les chercher dans le propre store on peut dire, de la version que vous voulez. Nous avons déterminé qu'il était nécessaire pour fournir la meilleure expérience de faire cette code native. Autre chose qui est important avant d'expliquer, c'est que dans l'architecture, on a une mise à jour automatique. Donc c'est très important parce que ça va arriver dans tous les clients. Donc chaque fois que le client est lancé, la première chose qu'il va faire, si la version n'est pas à jour, il va récupérer la version. Cela va nous garantir qu'on va avoir la meilleure expérience. Parce que surtout maintenant qu'on est en train d'ajouter de nouvelles fonctionnalités, c'est très important. Et deuxièmement, il nous va libérer de maintenir les vieilles, on peut dire, versions. Donc, on va plus maintenir de vieux codes. Et comme ça, on est sûr de qu'on va avoir la même expérience partout. Maintenant, si on revient à l'architecture bureau, d'accord, qui est partagée avec l'architecture web. Ici, on voit bien qu'au départ, on a TypeScript, Node, jQuery, toutes les choses qui sont standards. Tout ça construit sur une framework Angular, d'accord, qui est expliqué là, et qui utilise CSS. Et sur le bureau, on a une shell Electron sur laquelle on peut ajouter du code natif pour des choses comme le single sign-on ou comme la possibilité de faire du partage d'écran. C'est très important parce qu'à nouveau, ça nous permet, Electron, c'est quelque chose qui nous permet de construire une application web et de donner l'idée d'être une application permanente dans le desktop. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Donc, en plus, ici, dans la partie web, on supporte tous les derniers navigateurs, browsers. Donc, on a Edge, Chrome, IE 11, Firefox, etc. Et pour la version des desktops, dans le Mac, il faut avoir le Capitaine comme OS. Après, on a, pour Windows, on supporte Windows 7, Windows 8.1 et Windows 10. Ici, c'est un peu ce qu'il faut au niveau de matériel pour avoir installé le client desktop et dans le client web. Maintenant, on va passer un peu à expliquer un peu plus en détail comment Teams utilise, on peut dire, dans le cloud, dans le service de Skype, pour vous donner les fonctionnalités. Ok, ici dans la partie gauche, on voit la partie rouge, on peut dire, tout ce qui a été développé pour Teams. Donc la partie chat, donc la partie chat permanente, médias, la partie search, donc c'est un avance search qu'on a pour pouvoir découvrir à l'intérieur de tout le workflow de Teams ce que vous cherchez. Une URL preview qui permet d'afficher le premier contenu de l'URL ou la photo pour indiquer de quoi il s'agit. Des notifications, donc des alertes et des messages qui sont donnés par le service de messagerie et des choses de personnel d'expression. Il faut savoir que la plupart de ça sont basés dans la partie Skype qui est utilisée pour une grosse partie de ça, que c'est la partie qu'on appelle la partie nouvelle génération qu'on appelle de Skype, qui a été fait pour donner la voix déjà dans Skype.
Et on a un nouveau service qui s'appelle T-Router. C'est un service qui est très hautement, on peut dire, évolutif. Donc, c'était comme Task Router, d'accord, qui va permettre une communication bidirectionnelle avec les applications qui se déroulent dans le bureau et l'application mobile au web. C'est une interface RESTful, d'accord, qui permet à une application comme Skype d'avoir accès à une connexion, on peut dire, permanente ou persistante, d'accord, entre le cloud et le desktop. Et aussi, il permet de naviguer ou se connecter derrière un pare-feu, comme si serait vers un serveur web. C'est on peut dire, une application RESTful complète. Donc en fait, là, ce qu'on voit, c'est qu'à gauche, on a la partie Teams et on voit qu'elle s'interface complètement avec les modules de Skype qu'on connaissait déjà, en fait, c'est ça? Tout à fait. Donc Plus la le partie, T-router. la partie gauche et rouge, on peut dire, ce sont les services Teams identifiés comme tels. Et c'est ces services-là qui vont s'intégrer avec cette nouvelle génération de Skype, que c'est la partie gauche, plus cette service-là qui s'appelle Task Router ou T-Router ou Router, je ne sais pas comment le dire, qui nous donne cette interface RESTful pour tous les requêtes. Ok. Passe, Ensuite, on peut parler de comment maintenant Teams il va s'intégrer avec tous les, on peut dire, le reste des applications de Office 365. On parle de Teams comme une hub de Office 365. Donc, c'est une vraie plateforme de l'ensemble des applications. Et donc, ici, on voit comment ces applications-là, ils vont s'intégrer dans Teams. Donc, dans la partie à nouveau rouge, c'est les applications Teams qui vont donner du service aux clients. Donc, on a la partie Exchange. Donc, la partie Exchange, par exemple, quand tu vas créer un Teams ou un nouveau channel, on va créer une boîte partagée dans Teams sur laquelle on va utiliser, par exemple, quand on va créer un meeting depuis le channel, ce meeting-là, il va être directement créé dans le calendrier associé à la boîte partagée pour le channel. Donc, et il y a beaucoup d'autres choses comme par exemple adresser un message au channel. Par exemple, je peux récupérer l'adresse de cette boîte partagée et l'utiliser pour envoyer un message à tous les membres ou intégrants de cette channel-là via cette boîte aux lettres créée. Après, on a le mode groupe. Donc, chaque fois, on va créer directement dans Teams un groupe 365 sur lequel on va spécifier les droits qu'on va donner aux utilisateurs de Teams. Et SharePoint, comme on a vu, c'est pour pouvoir partager des documents à l'intérieur du channel. Donc, tout ce qui est à l'intérieur du channel va être hébergé dans SharePoint. Stream, c'est quelque chose de nouveau. Et Stream, c'est une nouvelle application qui existe dans Office 365 qu'on va utiliser par exemple quand on va faire comment ça s'appelle, le recording, l'enregistrement d'un meeting en Teams. Le meeting, il va être enregistré directement dans Stream. Et il y a des nouvelles fonctionnalités aussi. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Dans Teams, aujourd'hui, on a quelque chose qui remplace Broadcast Meeting qui s'appelle Live Event. Et Live Event aussi, il est enregistré aujourd'hui dans Stream. Moi, j'ai juste une question par rapport au groupe 365. L'intérêt en fait, on peut le créer dans le portail Office 365 et l'intérêt de le faire dans Teams, ce serait Donc, quoi? dans l'intérêt, c'est de le faire en Teams. Donc, Office 365, les groupes 365, on peut les créer dans différentes applications. Donc, d'abord, on peut les créer dans Azure Active Directory. Ensuite, on peut les créer dans Outlook, dans Yammer, dans SharePoint et dans Teams. Donc, dans chaque application, on peut dire, on peut créer un Office 365. Et dans chaque interface, quand tu le crées, il y aurait une petite différence. Ici, la différence de les créer directement dans Teams, c'est qu'on va voir cette groupe chat associé à cette Office 365. Ok. D'accord?
Ça, on va le voir après avec un peu plus de détails. Qu'est-ce qui se passe quand on crée, par exemple, le groupe en Azure AD et parce il va avoir un temps de réplication pour mettre à jour, on peut dire, ce qui manque à ce groupe Office 365 si c'est nécessaire pour Teams ou pour autre chose. Ok, bah dans ce cas, on peut passer au slide d'après parce qu'on est déjà 14h11. Donc l'autre chose, c'est où on va stocker les conversations. D'accord? Parce que les conversations, c'est très important. Et surtout, après, on va voir qu'on peut inviter, donc on peut stocker la conversation. Souvent, les gens, ils disent, ah, on va les stocker dans Exchange. Pas nécessairement. Donc, les conversations, qui s'appelle la partie permanent chat, on a un store dédié dans Azure pour ça. Dans la partie, on peut dire, boîte aux lettres Exchange, on va stocker une partie légale qui est nécessaire, qui vaut à peu près ce qu'on avait avant, qui s'appelle Conversation History. Mais Conversation History, ce n'est pas la partie permanent chat. La permanent chat, par exemple, pour être clair, on est 3 personnes dans un channel et aujourd'hui, il y a une personne qui manque et qui ne peut pas participer dans cet échange de données dans la partie permanent chat. Si je reviens après des vacances, je peux me connecter au chat et je vais le voir. Et ça, cette partie-là, il est stocké pas dans sa boîte aux lettres parce qu'il n'était pas là. Il est stocké dans cet Azure Permanent Store. Donc, c'est très important de faire la différence. Ouais, ça permet d'avoir un historique et d'y accéder même si on n'était pas présent. Tout à fait. Donc, comme le mot le dit, et on a une partie qui s'appelle Permanent Chat. Après, on va stocker des données particulières comme les fichiers qu'on va envoyer. Quand c'est une personne qui les envoie à tous les autres, il peut les stocker dans OneDrive. Et dans OneDrive, vous allez voir que c'est très important parce que le stockage, si on le compare avec Skype, par exemple, quand on est Skype, on allait envoyer un fichier à quelqu'un d'autre, on envoie physiquement le fichier. Ici, on va voir un lien sur votre OneDrive pour que la personne vienne le chercher avec les droits qui correspondent à la personne. Donc, c'est quelque chose de complètement différent, le file storage. Et donc, je crois que tu disais qu'on pouvait le stocker ailleurs que dans OneDrive, c'est cette partie-là? Tout à fait. Donc après, il y a la partie de conversation dans Teams qui va être fait en SharePoint. Donc là, c'est pas un vers plusieurs personnes ou vers une personne. C'est ici, c'est quelque chose qui est partagé à l'intérieur de, donc c'est stocké dans SharePoint. Et en dernier ressort, si on veut pas, on n'a pas eu OneDrive, on peut avoir un autre type de cloud storage public comme Dropbox, Box, Google Drive, etc. Ok. Une petite chose, comme on parlait, donc toutes les applications et toute la création des groupes, il peut se faire en Azure AD ou en Microsoft Teams. Ici, on voit que les deux sont complémentaires, mais il y a, vous voyez, une synchronisation entre les deux. Quand on va les créer en Teams et on veut qu'ils soient effectifs les droits pour contrôler quelque chose qu'on a fait, dans une autre application, par exemple, il peut y avoir un délai de synchronisation pour qu'il apparaisse en Azure AD et à peu près de 15 minutes. Donc on a on peut dire une essai là de 24 heures, mais ça passe en quelques minutes. Normalement, aujourd'hui, on est en train de faire modifier ça pour aussi faire un soft delete ou autres applications qu'on peut faire qui soient répliquées un peu plus vite. Mais vous voyez bien qu'ici, on a une différence quand le groupe il est créé en Azure AD et on est Microsoft Teams. Il est important de voir qu'il peut avoir. L'autre chose qui c'est très important, c'est l'architecture pour un guest access. Donc ici, on peut inviter à travailler avec nous dans Teams à quelqu'un qui n'est pas de l'organisation, et ça s'appelle un guest access. Et le guest access, il est créé dans Azure AD. Pourquoi en Azure AD? Parce qu'on a besoin d'un jeton qui va être, on peut dire, donné par Azure AD, un OAuth, d'accord, qui va nous servir après pour pouvoir, et on peut dire, contrôler l'accès de ces guest access dans les autres workflows qui sont à l'intérieur de Teams, comme SharePoint, comme le fichier, comme donc, donc ça, on peut le créer directement dans Teams, le guest access, ou le guest access, on peut le créer dans Azure AD. Les deux, avec les 7 ans aussi de réplication à nouveau. Et donc, ça, cette table de réplication, c'est très important parce qu'une fois qu'il est en AD, on va voir ces OAuth, ces jetons, on peut dire, pour
l'utiliser pour contrôler le guest access. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'important. Et dernier qui est important ici dans cette présentation de l'architecture, on peut avoir la partie Exchange. Donc Exchange est nécessaire pour stocker les conversations parce qu'on a on peut dire un lien avec tout ce qui est légal. Donc ici, l'intérêt, c'est montrer les différentes configurations des Exchange pour activer cette partie-là. Donc Exchange, il peut être en premise, il peut être dans le cloud, etc. Donc, il faut regarder pour voir quelle fonctionnalité on va perdre quand Exchange n'est pas online. Donc en fait, ça veut dire, je me souviens plus si on en avait parlé dans les sessions précédentes, mais on peut très bien avoir un Teams sur le cloud et un Exchange on-prem. Tout à fait, aujourd'hui D'accord. c'est possible. Et là, pour un certain type on peut dire, de fonctionnalités, comme on voit ici pour utiliser, on peut dire, le meeting, donc créer des meetings, etc. Et si vous êtes en prémise, il faut au moins avoir Exchange 2016, CU3, ou bon, plus récent, je sais pas. Mais sinon, on ne pourrait pas accéder au calendrier. Ouais, bah Et oui, si on tout n'accède à pas fait. au calendrier, on ne peut pas. Donc ça, c'est un peu un handicap si on n'est pas Exchange Online. Mm. Et, Oui, et- c'est à et- cause. Ouais. oui. Ok.